Bonsoir, alors je m'appelle Berthilde, je travaille chez Google, je suis hyper contente d'être avec vous ce soir pour vous parler de biais inconscient. Donc les slides, je suis désolée, les slides sont en anglais, mais je vais vous parler en français. Donc s'il y a un problème de traduction, vous n'hésitez pas. L'idée, moi je travaille chez Google depuis 4 ans. Les problèmes de diversité chez Google sont un sujet au même titre que, partout dans le tech. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je fais partie du groupe Women at Google, où on est une cohorte de femmes, où on essaie un peu de se serrer les coudes et en tout cas de promouvoir la diversité au sein de Google. Je ne suis pas côté ingénieur, moi je suis côté commercial, mais on a aussi ces questions de diversité. Donc l'objectif aujourd'hui, pour moi, c'est de vous présenter un training qui est proposé à tous les Googlers. Je crois qu'on est presque 75 000 personnes chez Google aujourd'hui. Et on est à un niveau de diversité relativement bas, comme la plupart des entreprises de tech, et parce qu'on a une croyance chez Google qui est que ce qu'on appelle donc l'unconscious bias, ou ce biais inconscient, doit justement être conscient et doit devenir conscient chez les gens pour qu'on puisse obtenir une culture d'entreprise qui soit réellement inclusive et ouverte aux autres et à leurs différences. Et donc là, je parle pas seulement de sexe, on n'est pas juste en train de parler homme-femme, on est vraiment en train de parler comment est-ce qu'on peut promouvoir la diversité au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, au sein d'une profession. Chez Google, on est persuadé qu'une culture ouverte dans ce genre-là, ça va non seulement favoriser les conditions de travail des gens évidemment, mais aussi ça fait un meilleur business. En général, s'il n'y a pas un impact business chez Google, on va dire qu'on s'intéresse peut-être un petit peu moins au sujet. Donc, en plus, chez Google, on aime bien baser nos décisions sur de la data. On est quand même une boîte d'ingé à la base. Donc, tous les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui sont basés sur des études et des informations et de la data précise et observée. On n'est pas dans des idées. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le biais inconscient? Qu'est-ce que ça veut dire, ok? Globalement, ce sont les raccourcis mentaux que nous faisons tous et que nous faisons tous naturellement et qui nous aident en fait à prendre tous les jours nos décisions au quotidien. C'est des décisions qui sont fondées et rationnelles. L'objet aujourd'hui du petit training que je vais vous faire, c'est de comprendre ce que c'est que ce biais inconscient et en quoi ces biais peuvent nous impacter de manière négative. Donc avoir conscience de biais inconscients qu'on a tous les jours, c'est un premier pas essentiel pour s'en débarrasser. Parce que sans conscience de ce biais, on ne va pas pouvoir agir dessus. Donc, l'idée, c'est, je vous donne un petit exemple. Il y a une étude qui a été menée en 1971 où on envoyait 2 CV pour un poste c'était manager d'un laboratoire scientifique d'une université. Bon, évidemment, on a mis le CV avec un nom d'homme et puis on a mis le CV avec le nom d'une femme. C'était exactement le même curriculum vitae. Évidemment, on s'est rendu compte que celui de l'homme était perçu comme étant plus compétent et qu'en plus, on paierait en moyenne plus pour le CV de l'homme que pour le CV de la femme. Donc la question, c'est est-ce que 45 ans plus tard, ou quand même ces sujets ont un petit peu évolué, est-ce qu'on est toujours dans cette même situation? Bon, évidemment, la réponse est non. On est quand même dans des milieux relativement évolués. On se dit qu'a priori, on n'a pas ce genre de problème. Permettez-moi d'en douter. En l'occurrence, vous êtes des développeurs, je suis sûre que vous voyez tous de quoi je parle. Je suis très contente de voir une parité homme-femme ce soir. J'étais intervenue à un autre G2G event où là, pour le coup, je crois qu'il y avait 2 femmes au total. Donc c'était très amusant, notamment de discuter de ces sujets. Donc évidemment, la question est, est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui savent coder? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui savent développer? Vous le savez très bien, la réponse évidemment est non. Donc comment est-ce qu'on va faire pour vraiment essayer d'agir sur ce biais? Donc l'idée, c'est, on va essayer de rapidement comprendre ensemble. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc on va avant. Excusez-moi, j'ai un peu les hormones, parfois c'est un petit peu problématique. Alors, on va essayer de comprendre ensemble comment nos cerveaux ont évolué et comment on a tous ce biais inconscient et pourquoi en fait ce biais il est quand même super pratique dans la vie de tous les jours. C'est pas une horrible chose dont il faut qu'on se débarrasse parce que ça nous aide au quotidien. Donc il y a des centaines de milliers d'années, quand on dessinait des jolies peintures comme ça sur les murs, n'est-ce pas, la vie était un petit peu plus compliquée
que de nos jours, dans le sens où on devait quand même se battre pour certains éléments de base, survivre, manger, etc., se déplacer, contre des bestioles pas forcément très agréables. Et globalement, tous les jours, les questions que les êtres humains se posaient étaient globalement des questions de vie ou de mort, hein, plus ou moins, enfin moins de vie ou de mort aujourd'hui. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut rapidement juger notre entourage, et puis prendre des décisions comme par exemple courir si on a une grosse bête qui nous arrive dessus de manière relativement agressive. Donc évidemment, vous n'alliez pas demander à nos ancêtres des cavernes de sortir de leur caverne, de dire je crois que j'ai un biais inconscient vis-à-vis des chats avec des grandes dents, donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai conscience de ce biais? Est-ce que je vais prendre mes jambes à mon cou? Est-ce que je vais essayer d'aller parler à cette bête? Donc évidemment, on ne va pas avoir une démarche rationnelle dans ce moment-là. Donc, si on prenait des décisions de cette manière-là, globalement, on peut se dire qu'on aurait été de la viande pour ces gentils lions que nous voyons ici. Donc, bon, ce que je veux en venir, c'est que ce biais, il est hyper pratique, d'accord? Bon, à l'époque, il nous sauvait la vie, mais aujourd'hui encore, il est important de se dire que les raccourcis inconscients qu'on fait sont importants dans notre vie de tous les jours. C'est des méthodes que notre cerveau a appris et ce biais-là inconscient nous permet de gagner du temps. Ça nous permet tous les jours de prendre les milliers de décisions qu'on prend tous les jours sans avoir à y penser et à surréfléchir à ce qu'on fait en permanence. En l'occurrence, notre cerveau, il est construit pour ça. Donc filtrer rapidement énormément de quantités d'informations, catégoriser et puis résumer notre environnement et ensuite prendre des décisions quasiment de manière inconsciente. Okay, donc c'est bien pratique quand il s'agit d'éviter d'être mangé. Mais bon, aujourd'hui, évidemment, le monde a changé, encore heureux, on n'est plus en train de se battre contre des lions. Ceci étant dit, la nécessité de filtrer ces informations, elles restent tout aussi importantes et pertinentes aujourd'hui. Le monde est de plus en plus complexe. Hein, on a, par exemple, je sais pas, vous vous réveillez le matin, il faut éviter les voitures. Par exemple, on regarde à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Je vais éviter la voiture. Est-ce que le conducteur est bourré? Enfin bon, on a tout ce genre de questions. Il faut quand même commander son café. Est-ce que je veux un café au lait? Est-ce que je veux un déca? Je sais pas, c'est compliqué. Ne serait-ce que décider, j'ai envie de m'asseoir où dans le bus? J'ai envie de me mettre à l'avant, à l'arrière? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Bon, tout ce qu'on fait, ça vient de ce traitement inconscient de la data qui a lieu sans cesse. Mais avec cette surcharge de données aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est qu'on traite 11 millions de bits d'informations à chaque moment dans notre vie. Or, notre cerveau conscient n'est capable que de processer 40 bits d'informations. Donc, a priori, vous avez un cerveau qui n'est pas capable de processer toute l'information qu'il reçoit en permanence. C'est là où votre biais inconscient va jouer son rôle tous les jours, pour pouvoir vous permettre de traiter ce delta entre les 11, c'est combien? 11 millions et les 40 bits. Et donc ça va être traité par notre inconscient. Voilà. Alors c'est un beau chiffre parce qu'il n'y a pas de 9 à la fin et c'est un 99,999996. Alors ça, j'ai normalement une speaking note qui me dit la source. Si vous voulez, revenez me voir tout à l'heure, on verra exactement d'où vient ce chiffre. Mais notre cerveau inconscient, au final, est quand même un bel algorithme, hein, et qui nous aide à survivre tout au long de la journée. C'est donc bien pratique. Mais au travail, quand on est dans un contexte professionnel, qu'on prend des décisions tous les jours qui n'impactent pas uniquement ma décision de savoir si je vais prendre un déca ou si je vais me prendre un café au lait, mais qui sont plutôt des décisions qui nous impactent, qui impactent les gens autour de nous, qui impactent notre business, on peut penser que peut-être il serait intelligent de prendre un petit peu de recul, n'est-ce pas, sur ce biais inconscient, et d'essayer de comprendre comment ces biais non seulement nous incitent à traiter l'information, mais comment est-ce qu'ils nous accompagnent dans notre prise de décision. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être, on pourrait se poser, réfléchir un petit peu avant d'y aller à l'instinct. C'est un peu l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Donc on va faire un petit jeu, parce que je vous sens un petit peu endormis, hein, tous. Donc là, vous voyez mon écran, c'est assez simple, ok? Vous avez un mot qui va apparaître en rouge ici dans votre écran. Comme vous le voyez, il y a des associations. Donc ici, femme, homme. Ok, il y a un mot qui apparaît. Si vous estimez que le mot est associé à la femme, vous levez votre main droite, ok? Si c'est associé à l'homme, vous levez votre main gauche. Ok, on est prêt? On se fait un petit test, là, je sais pas, moi, femme, c'est associé à... C'est parti? Ok, alors, c'est un test de rapidité, donc je vous prierai d'être... voilà, hein, d'être un peu vite. Il y a pas mal de slides, hein. Là, on va y aller. L'objectif, c'est pop, 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 on y va, on a de l'énergie. Alors, c'est parti. Ok, go. Je sais que vous pouvez faire plus vite que ça. Allez, c'est parti, oncle.
Il y a des gens qui hésitent. Vous n'êtes pas censé hésiter quand même dans cette phase, je vous annonce. Voilà, on y va. A priori, c'est bon. Ok, garçon, oui. Non, c'est bon, personne ne fait, ok. Wouh! Une réceptivité absolument dingue. Très bien, on y va, c'est parti. La mère, oui. La grand-mère, oh, on hésite là-bas, non? Non. Je connais pas ma droite de ma gauche, donc n'ayez pas peur. Ok, femme. Oh là là. Ah ouais, il y en a qui ont du mal ce soir. Bon, c'est normal, c'est la fin de la journée. Ok, c'est parti. Ouf, changement, j'ai vu un petit peu d'hésitation. Ok, c'est simple. À la base, pas trop compliqué, on y arrive. On va essayer de corser un petit peu la chose, on va faire le même exercice. Est-ce qu'on s'associe plutôt aux sciences, plutôt à l'art? D'accord? Ok, go, on est rapide là, on y va. Ingénieur, hop. Alors moi, c'est en décalé, mais je suis là. Attends, ok, c'est bon. Biologie. Oh là là, ça a hésité. On y va là, hop, on accélère, musique. Voilà, c'est parti, chimie. Ok, je sens qu'on est un peu plus lent. Littérature, allez, c'est bon. Ok, géologie, qu'est-ce que c'est? Les deux mains, t'as raison, parce que c'est un peu de l'art et un peu de la science aussi en même temps. Je suis assez d'accord sur ce point de vue-là, c'était un petit peu simple à faire. L'anglais, par exemple. Ouais, ok, il y a débat, merveilleux. Il y a débat, ok, très bien, l'histoire. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? J'aime bien parce qu'ici, on ne se satisfait pas des préjugés. C'est merveilleux. Bon, bravo, globalement, c'était pas si compliqué que ça. Et maintenant, on va arriver dans la partie un petit peu sympathique de notre test. Donc ici, on met soit c'est associé aux hommes ou aux sciences, soit c'est associé aux femmes ou à l'art. Ok? Le mot, on est un test de rapidité, je le rappelle. Ok, c'est parti. Go, musique. Ok, un petit peu plus lent. D'accord. Ok, maths. Ça avait l'air un petit peu plus efficace, bravo. Le mari. Ouais, c'est bon, désolé. Je vais me mettre peut-être comme ça, parce que peut-être que ce sera plus efficace, je vais faire comme vous. Ok, histoire. Compliqué. Ok, c'est parti, femme. Très bien. D'accord, go. Ouais. Ok, bien joué. Maintenant, on passe à la partie sympathique. Alors, si c'est femme ou science, vous avez compris? Si c'est homme ou art. Ok? On est prêt? On y va? On est chaud? Go, père. Ouais, bon, d'accord. Ingénieur. Non, mais c'est merveilleux parce que vous êtes une crowd absolument parfaite. Je n'aurais même pas besoin d'expliquer ça à la fin. Ok, musique. Bravo, là, un petit peu plus opérationnel. Ok, des filles. C'est facile. Très bien. L'oncle. Ok. Les maths. Ouf. Ok, donc déjà, là, j'ai beaucoup de divergences. Très bien. Donc, les maths, sciences, femmes, hommes, art. D'accord. On en rediscutera plus tard. Le mari. Ouais. Allez, c'est parti, la physique. Go. J'essaie de regarder vos temps de réaction. C'est bravo. Vous pouvez vous applaudir parce que honnêtement, c'était très beau. Donc, ce que je vous ai montré ici rapidement, c'est ce qui s'appelle le Harvard Association Test. C'est un truc très sérieux qui a été donc mené par l'université d'Harvard sur de nombreuses années. Et ce qu'on voit, c'est que 75% de la population répond correctement plus vite quand on met hommes et sciences ensemble. Quand on met, quel que soit l'ordre du test, quelles que soient les questions, quelle que soit la manière dont on fait le training, ça a été trituré dans tous les sens par nos amis universitaires d'Harvard. Et c'est un test qui date des années 80. Donc, avant ce test-là, avant le test d'association, on faisait un questionnaire. On leur disait, est-ce que vous êtes d'accord avec les statements suivants? Est-ce que les femmes sont meilleures en maths que les hommes? Est-ce que les vieux sont meilleurs en techno que les jeunes, etc. On faisait tout un tas de questions. Évidemment, les réponses, bien heureusement pour nous, ont évolué entre les années 60 et les années 80-90 pour être moins biaisés. Donc on a vu que ce questionnaire, au fur et à mesure du temps, il y avait de moins en moins de biais pour dire une femme n'est pas capable de faire des sciences ou bien un homme n'est pas capable de dessiner une peinture. Donc, les scientifiques se sont posé la question, les universitaires, est-ce que ça veut dire que donc la société est moins biaisée et donc est-ce que a priori, il y a moins de biais inconscients. En fait, non. Les gens étaient tout à fait conscients de leurs biais et donc ils répondaient soit en voulant montrer un petit peu ce qu'ils voulaient pas être associés à une attitude biaisée, ou bien c'est plutôt ce qu'ils voulaient être ou ce qu'ils voulaient paraître dans la réponse. C'est donc à ce moment-là
les chercheurs se sont dit, si ça se trouve, les stéréotypes, ils restent exactement les mêmes. C'est juste que les gens, ils ont de plus en plus de mal à admettre qu'ils ont ces biais, parce que c'est quand même mal vu. Donc ce genre de test de rapidité, c'est exactement ce qui fait émerger ce genre de biais. C'est-à-dire que quand on voit qu'on met X secondes en plus à lever la main quand on voit une femme associée à des sciences ou inversement, on se rend compte que tout de même, inconsciemment, il y a quelque chose qui mouline dans notre tête et qui se dit « Attends, il faut que je réfléchisse, une femme scientifique, potentiellement, c'est un petit peu compliqué. » Ce test, il existe pour tout un tas de stéréotypes et de biais. C'est pas seulement homme, femme, science, art. Ça existe pour des stéréotypes raciaux, des stéréotypes d'âge, d'orientation sexuelle. Enfin, vous pouvez le prendre dans tous les sens. Vous d'ailleurs pouvez taper le Harvard Association Test sur Google. C'est assez marrant. Vous pouvez faire tout un tas dans tous les sens. Et malheureusement, j'ai peur que vous soyez surpris. Moi, ça fait quoi, plus de 12 ans que je travaille dans le tech, donc je me disais quand même, je suis pas biaisée à ce point-là. J'ai été assez négativement surprise par certains résultats que j'avais. Voilà. Donc, les résultats, c'est que la moyenne n'a pas changé depuis les années 80. D'accord? Donc, depuis les années 80, a priori, nos biais restent les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est biaisé tout le temps, qu'on est des affreux jojo, qu'on n'a pas compris que y avait quelque chose qui avait changé. Donc non, attention, hein, quand même, on a un sujet de contexte. Mais en gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que oui, vous êtes biaisé. Hein, ça, c'est un fait, c'est un constat. Homme, femme, jeune, vieux, tout ce que vous pouvez imaginer, vous avez un biais inconscient. Mais c'est pas grave globalement. Hein, ça arrive à tout le monde. Et l'idée, c'est que si on le reconnaît, a priori, on peut faire quelque chose non seulement dans le monde du travail, parce qu'en l'occurrence, moi la première, je suis aussi biaisée, mais c'est important. Parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on a un biais inconscient que ok, c'est bon. Bon ben voilà, je suis biaisée, donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On peut et on doit tenir compte de ces préjugés pour le bien de notre entreprise, hein, en l'occurrence, en ce qui concerne Google, mais bon, pour aussi le bien de notre industrie, et globalement, on peut se la raconter pour le bien de la société. Hein. Je pense que ça peut faire évoluer les choses. Donc, globalement, on peut avoir plusieurs choses qui vont affecter le fait qu'on ait de plus ou moins de préjugés et plus ou moins de biais. Okay ? Donc, évidemment, on a la tâche à accomplir. Hein. Donc, si on a une tâche à accomplir qui est, je sais pas, de recruter pour un job particulièrement stéréotypé, genre une infirmière, une secrétaire, etc., a priori, notre biais inconscient, il va se renforcer, il va se manifester quand on est confronté à ce genre de situation. Pareil avec les chiffres. Hein. Quand on regarde un groupe de choses, quand il y a un groupe minoritaire, alors quand je dis minoritaire, je parle en nombre, hein, je parle pas d'autre chose, c'est donc une infériorité numérique. A priori, les recherches ont montré que nos cerveaux sont plus susceptibles de faire émerger des préjugés inconscients qui sont associés à ce groupe minoritaire, okay, numériquement. Donc, ça se produit pas aussi souvent quand il n'y a pas de minorité claire dans le groupe. Là, on voit moins émerger des préjugés. Il y a aussi la clarté, okay, d'un problème ou d'une situation. C'est-à-dire à chaque fois qu'on n'a pas toutes les informations pour traiter de l'information ou un problème, nos cerveaux, ils vont automatiquement travailler à combler ces lacunes, hein, petit à petit. Et donc, effectivement, c'est là où les stéréotypes vont émerger, ce qui est quand même parfaitement normal, et c'est nos préjugés inconscients. Et évidemment, ça peut être utile, hein, on l'a déjà dit, mais ça peut être dangereux quand même de se reposer uniquement et en tout cas majoritairement sur notre biais inconscient, notamment quand ça peut nous emmener à avoir des hypothèses qui sont non fondées ou bien qui sont fausses, hein, tout simplement, et qui peuvent vraiment conduire à des erreurs. Donc, la personne en plus qui perçoit, donc vous, ça peut en plus être encore plus un sujet quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué. Voilà, hein, on a moins l'énergie pour aller se débarrasser de nos préjugés inconscients et on est moins dans un état où voilà, on peut accepter et essayer de passer outre. Donc, le biais inconscient, on l'a compris, il est quand même très utile tout le temps, mais il a quand même des énormes conséquences. Et là, je vais vous donner un exemple qui, moi, m'avait quand même pas mal choqué quand je l'avais découvert. Donc là, on a une illustration qui est, c'est un exemple au sein de Google, la manière dont nous, c'est les niveaux. Donc vous avez ce que vous avez L, L1, L2, L3, etc. C'est ce qu'on appelle les levels. Okay, donc c'est votre niveau, c'est une grille interne chez Google pour savoir à quel niveau vous êtes. Ensuite, bon, male, female, jusque-là, c'est pas très compliqué. La méthodologie, elle est simple. On a 500 postes au niveau L1, qui est le niveau le plus bas. Okay, et à L8, okay, au niveau le plus élevé, on n'a que 10 postes qui restent. Donc plus on monte, moins il y a de postes. On est dans un système pyramidal. Pour passer d'un niveau à l'autre, on se base sur la performance.
d'accord, systématiquement. 15% des gens d'un niveau, ils partent et ils sont remplacés par le niveau du dessous. Donc à chaque fois, on a ce critère de performance. On met des notes de performance qu'on affecte au hasard, ok, à tous les employés, et on les donne aux hommes et aux femmes, mais on donne un biais de 1% en faveur des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire que les hommes, eux, ils sont notés de 1 à 101, alors que les femmes sont notées de 1 à 100. Okay, donc a priori, on est dans un biais quand même relativement mineur. C'est une simulation qu'on va faire tourner, et globalement, on fait tourner à peu près 20 fois la simulation et, de promotion, et puis qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est qu'au bout de 20 fois, vous vous retrouvez avec 35% de femmes qui seraient à un niveau 8, versus 65% d'hommes à un niveau 8, quand on fait tourner cette simulation qui est parfaitement hypothétique, n'est-ce pas? Bon, ce biais-là, on le voit dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Évidemment, on est mal barré dans le tech, hein, en général, un petit peu plus que les autres, mais globalement, c'est un biais féminin qu'on voit partout. Okay, et là, on est basé sur une simulation où on a juste une variable d'1%. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne dit pas que tout est dû au biais. Hein, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, c'est de montrer que c'est l'effet boule de neige. Okay, un petit peu, voilà, de biais inconscient, ça peut avoir un impact énorme sur les sociétés. Ce qu'on a réalisé, en tout cas, ce que beaucoup d'universitaires ont réalisé et ce que je pense que Google a réalisé au fur et à mesure en tant que culture d'entreprise, c'est que la diversité, c'est un avantage compétitif. Et là, je parle pas de la diversité homme-femme, hein, je parle de vraiment la diversité en règle générale, la diversité de culture, la diversité d'expérience, la diversité de religion. Toutes ces différences entre les gens, ça crée des meilleurs produits, des meilleurs services et du meilleur problem solving, comme aiment bien dire nos amis les Anglais. Donc, on a vu avec la recherche académique, les équipes qui sont différentes et en tout cas diversifiées, elles ont des solutions plus innovantes et plus efficaces a priori que des équipes trop homogènes. Par exemple, l'idée c'est que c'est pas seulement vous mettez une femme dans votre équipe d'hommes et puis tout à coup ça va être génial, on va avoir un apport de valeur absolument dingue. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que des hommes dans une équipe avec des femmes, eux seront meilleurs eux-mêmes. C'est pas seulement la femme qui va apporter sa petite touche de diversité. C'est que le fait qu'il y ait une équipe diverse, a priori, il y aura des meilleures performances qui vont aussi venir du groupe majoritaire. Donc, on va vraiment élever le niveau du groupe. Si vous avez besoin des sources, vous me dites. J'ai tout en bas dans mes petites notes. Donc, l'idée, c'est maintenant qu'on estime, ok, très bien, on croit ce qui est écrit sur la slide, on se dit c'est génial, quand on a des équipes diverses, ça marche mieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Ça veut dire pour tirer le meilleur parti d'une équipe qui souhaite diversifier, l'idée, c'est quand même de créer un environnement où, globalement, ils se sentent à l'aise et où ils peuvent apporter à l'équipe ce qu'ils ont comme différence. S'exprimer tranquillement. Donc, là-dessus, je vous l'ai déjà dit ça, hein. Ouais, je vous l'ai déjà dit, donc on peut passer. Donc, je vais vous donner un exemple pour vous montrer qu'on ne parle pas que des hommes et des femmes dans la vie. Ici, ce que vous voyez, c'est Google Calendar. Vous connaissez, hein, a priori, il y a quand même pas mal de gens qui s'en servent. Et pour la petite histoire, c'était développé par une équipe aux États-Unis, qui était donc basée aux US, hein, par Google. Et c'était vraiment une équipe exclusivement américaine. Et alors, quand ils ont lancé Google Calendar, ils avaient oublié un petit truc relativement intéressant. C'est que ils sont un peu seuls, les Américains, à penser mois, jour, année. Il y a aussi le reste du monde qui pense en jour, année, mois. Donc, ils ont lancé le calendrier. Et puis, chez Google, nous, vous savez, on fait les choses at scale. Hein, donc, on va pas lancer dans un petit endroit et faire un test. Bon, bah, évidemment, ça a été un bid absolument énorme dans tous les pays qui ne font pas mois, jour, année. C'était incompréhensible. Les utilisateurs étaient paumés. Les reviews étaient absolument horribles. On a eu un gros problème au moment du lancement. Ça a été plusieurs semaines pour corriger le bug et pour pouvoir remettre tout à jour. Et globalement, on a eu un gros bid de Calendar quand on l'a lancé. Bon, c'est quand même pas compliqué de se dire que s'ils avaient juste parlé à un Européen, potentiellement, ils auraient quand même pu s'éloigner, enfin en tout cas se sauver d'un gros problème qui a été très problématique. De la même manière, je voulais vous donner un exemple. C'est que quand YouTube, donc la plateforme vidéo de Google, a lancé l'application de téléchargement vidéo pour iOS, donc pour les iPhones, ils se sont rendus compte que 5 à 10% des vidéos qui étaient envoyées étaient à l'envers. Alors ils se disent, est-ce que les utilisateurs d'iPhone sont débiles? Est-ce qu'ils savent pas comment tenir leur téléphone? Comment ça se fait? Bah non, le problème en fait, il venait de chez nous, hein, et des développeurs chez nous. Bah oui, c'est pas compliqué, il y avait que des droitiers.
dans l'équipe qui s'est chargée de ce projet. Et donc, les 10 à 15% de gauchers, qui oui, existent parmi les utilisateurs d'iPhone, et malheureusement, pour ces utilisateurs-là, ça n'avait pas du tout été pensé pour des utilisateurs gauchers, ça n'a été pensé que pour des droitiers, voilà. Donc, nos ingénieurs, ils avaient pas, c'est pas une erreur qu'ils ont fait par mesquinerie, ils se sont pas dit les droitiers, ils sont mieux que les gauchers, donc t'inquiète, on va développer un produit génial pour les gens plus intelligents. Là n'est pas l'objet. Sauf que ils ont tout simplement inconsciemment créé une application qui marchait au top avec leur équipe de développement, c'est-à-dire une équipe constituée exclusivement de droitiers. Bon, vous avez compris un peu où je voulais en venir, globalement, dans les exemples. Mais je voulais vous parler un peu, vous connaissez les doodles chez Google quand même, j'imagine. Alors ça, c'est le premier doodle ever made chez Google, le petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est quand nos chers fondateurs Larry et Sergey ils voulaient faire un out of office un peu marrant parce qu'ils allaient au festival de Burning Man dans le Nevada. Donc ils ont fait le doodle. Je ne suis pas au bureau, je suis à Burning Man. Heureusement, c'est devenu une tradition un petit peu plus globale dans notre entreprise et un petit peu plus marquante. Donc cette tradition a énormément évolué et donc on fait énormément de doodle maintenant chez Google. Il y a une équipe, croyez-le ou non, une équipe qui gère les doodles au niveau monde. Et évidemment, il y a une grosse partie chez nous, enfin en tout cas un souhait, qui est de célébrer les sciences à travers les doodles. Très bien, là on a l'exemple de la célébration de l'anniversaire d'un grand mathématicien, que je ne nommerai pas. Mais ce dont on s'est rendu compte, et alors le pire, c'est que ce n'est pas Google qui s'en est rendu compte, c'est un journaliste un petit peu smart qui a relevé la chose, c'est qu'il a dit que pour 10 anniversaires masculins, il y avait globalement 1 voire 0 anniversaire de femmes scientifiques qui étaient célébrés par le doodle chez Google. Problématique quand on pense à des histoires de représentation et autres. Donc ça envoie quand même un message aux femmes qui est un petit peu tendancieux de se dire que elles n'ont pas forcément leur place dans le monde du tech. Et je peux vous dire que là, le journaliste a écrit un article assez salé à ce sujet. Et c'est la bonne réponse, c'est que ça a fait bouger les choses et ça a fait bouger les lignes chez nous. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on traque dans les doodles, donc la parité au sein des doodles. Et donc, on était fiers en un an de pouvoir essayer de célébrer autant de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques. Et il y a beaucoup de femmes scientifiques qui méritent d'être célébrées. L'idée, c'était que nous, on avait, en tant que Google, une responsabilité de l'impact qu'on a. On est une énorme, on est une boîte qui quand même touche des millions et des millions, voire des milliards de personnes dans le monde. On a une responsabilité là-dedans. Et on ne voulait pas que le biais inconscient de Google rejaillisse, sur les femmes dans le monde. Donc voilà, on peut faire bouger les choses, ok ? Donc l'idée, c'est que, pour récapituler, il y a ces 4 biais. Globalement, c'est les 4 biais qu'on reconnaît. Il y a le biais social. Donc ça, c'est la partialité qu'on ressent en se disant cette personne, elle est comme moi. On a grandi dans la même ville, on est dans la même école, on a la même couleur de cheveux, etc., etc. Le pendant inverse, évidemment, c'est pareil quand on se dit tu n'es pas la même religion que moi ou tu n'as pas la même culture. On a évidemment le biais de mémoire. Tout simplement, il est en général plus facile de faire venir à l'esprit des événements récents que plus lointains. C'est un mécanisme de notre cerveau. On a aussi le biais de prise de décision, où on va plutôt regarder les informations qui confortent notre décision, plutôt que d'aller regarder les éléments qui seront en général contre la décision qu'on a envie de prendre. Donc, on prend effectivement des décisions qui sont basées sur la connaissance qui est plus facile à récupérer, nous, dans notre cerveau, que les décisions alternatives. Et enfin, le biais de probabilité et de croissance. Bon, ça, c'est, regardez, moi, par exemple, je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. C'est en permanence. Depuis que je suis en cloque, c'est infernal. J'ai l'impression que tout le monde est en train de faire la même chose. C'est évidemment un biais de probabilité. A priori, si j'étais pas enceinte, je verrais pas autant de femmes enceintes partout. Mais bon, pour un sujet un petit peu moins trivial, par exemple, les maladies telles que le diabète et le cancer de l'estomac tuent 2 fois plus de personnes que les meurtres ou les accidents de la route. Or, les meurtres ou les accidents de la route sont perçus comme beaucoup plus dangereux et beaucoup plus graves que, par exemple, le diabète. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du biais. Aujourd'hui, évidemment, on se focalise sur le biais social, qu'on appelle les stéréotypes. Parce que bon, le reste, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un impact dessus. C'est tout simplement également plus simple à identifier un stéréotype. Plus simple de faire la part des choses.
Attention, il n'y a pas de solution magique, hein. Ici, moi, l'objectif, c'est de vous donner des pistes pour pouvoir soulever le sujet et en parler, en fait, autour de vous et dans votre contexte professionnel, voire personnel, tous les jours. Donc là, je vous ai mis 2 petits cartoons qui sont des exemples de stéréotypes très communs chez Google. Donc le premier, alors moi, quand je l'ai lu la première fois, je suis pas ingénieur, donc j'ai pas compris. Et puis après, j'ai compris, parce que visiblement, Ruby on Rails, c'est pas évident, m'a-t-on expliqué. Bon, vous le voyez, hein, c'est assez simple. Et ici, celui-là me parle pas mal pour Have you and Tim picked out a name for the career obstacle yet? Celui-là, j'avoue, il m'a bien fait réfléchir. Le biais vis-à-vis des femmes qui ont des enfants dans notre monde, parfois, sont un petit peu compliqués. La plupart du temps, soyons très honnêtes, la plupart de ces stéréotypes, ils sont considérés comme assez bénins, ils sont assez drôles, c'est pas si grave, okay, dans notre vie de tous les jours. Mais en fait, il faut y réfléchir. C'est-à-dire, à votre avis, comment elle se sent, la meuf dans le cartoon? Moi, je vous cache pas que quand j'ai un collègue qui est arrivé et qui m'a dit « Trop cool, tu te bats en congé mat, tu vas prendre des vacances », j'avais envie de lui arracher la tête en lui disant « Tu sais qu'un congé mat, si c'était des vacances, ça se saurait ». En l'occurrence, moi, en vacances, je dors et je passe du bon temps, alors que, en congé maternité, on ne dort pas et globalement, on passe du très bon temps, mais différent. Donc, c'est toujours la même chose. On se rend pas compte quand on a ce genre de stéréotypes, quel impact on peut avoir sur la personne avec qui on est en train de parler. Ça semble évident. Les stéréotypes, ils vont influer négativement le comportement de 2 manières. Évidemment, la personne avec qui on balance le stéréotype, mais évidemment, l'impact sur les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre qui agit de manière très stéréotypique. Bon, qu'est-ce que ça va faire résonner? Est-ce que ça veut dire que c'est acceptable? Est-ce que ça veut dire que c'est normal? Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on agit dans la vie de tous les jours? Donc, on recommence, hein, dans la plupart du temps, c'est pas très grave, mais on l'a vu avant. Un petit peu de biais, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc, à terme, l'impact, alors là, je vais vous faire flipper un petit peu, l'impact, il est quantifiable sur la santé. Hein, on parle de, par exemple, vous savez, toutes les discussions sur les burn-out, les taux de suicide dans certaines entreprises. Alors, c'est un peu glauque, mais le fait est que ce genre de choses peut avoir des conséquences qui sont extrêmement lourdes, okay, sur les gens. Et il y a aussi la big picture, c'est-à-dire l'environnement de travail, ce que vous faites tous les jours. Voilà, tous les jours, dans quel environnement vous arrivez? Est-ce que vous vous sentez attaqué, en fait, en permanence sur vos caractéristiques, et ce que vous allez faire, et ce que vous représentez, ce que vous êtes? Donc, le fait est que ce qui marche le mieux, et c'est ce que toutes les études ont montré, c'est qu'il faut s'exprimer, il faut prendre la parole. Alors c'est un peu compliqué, vous allez voir. Hein. Normalement, dans ce genre de formation, je fais une vraie mise en situation et un jeu de rôle. Je vais vous épargner ce petit exercice aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance, parce que normalement, c'est un exercice qui est extrêmement amusant. Le fait est que l'idée, c'est pas de devenir un flic du stéréotype, hein. Globalement, de mettre en place une espèce de culture de dénonciation permanente, abominable, où on se dit on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire dans une entreprise. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'instaurer une culture qui soit moins perméable à ce biais inconscient et qui donc soit plus inclusive, plus ouverte sur les autres et qui donc permette de faire émerger plus d'innovation et plus d'idées. Donc ça veut dire, là il y a quelques petites idées, bon soyez préparés. Moi je vais me focaliser aujourd'hui surtout sur la partie point it out, c'est-à-dire sur la partie exprimez-vous. Parce que c'est une partie qui est à la portée de tous, mais qui en même temps est relativement compliquée à mettre en œuvre. Donc, parce que la culture du silence, c'est une habitude, et vous allez voir qu'il est très difficile de prendre la parole quand on est confronté à des situations de stéréotypes. Donc je vais vous donner quelques tips pour comment parler, en fait. Comment en parler et comment le faire. Donc, parce que soulever le sujet, c'est vraiment central, hein. Il y a quelques petits tips qui marchent, et ça, on l'a fait dans énormément de workshops au sein de Google, avec les managers, au sein des équipes, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, c'est de ne pas confronter la personne qui éructe un stéréotype de manière frontale et agressive. En général, il vaut mieux changer de sujet au moment et ensuite d'avoir une conversation privée. C'est meilleur pour tout le monde parce que, vous mettez pas en porte-à-faux la personne qui a exprimé son biais inconscient ou son préjugé tranquillement sans vraiment avoir l'impression qu'il était en train de faire quelque chose de mal. Et puis ensuite, vous avez aussi le fait est que ça vous permet aussi de prendre un peu de recul. En général, quand on est interpellé par un sujet de stéréotype, en général, ça nous énerve. Et si on a envie d'en parler, en général, on va réagir de manière un petit peu vive. Donc, l'idée, c'est de chacun prendre du recul pour en parler. Expliquer pourquoi c'est important pour vous.
C'est-à-dire que les études ont montré que globalement, quand c'est une expérience, quand vous dites moi, mon expérience personnelle, pourquoi est-ce que ça m'a blessé ou bien pourquoi est-ce que ça m'a interpellé moi, tout de suite vous allez créer en fait plus d'empathie chez l'autre personne, plutôt de dire tu es un gros porc de misogyne et tu me saoules. En général, vous n'allez pas générer énormément d'empathie chez votre interlocuteur. Or, l'objectif, c'est pas de mettre quelqu'un en porte-à-faux, c'est essayer de lui faire prendre conscience de son bien inconscient et donc de générer de la conversation. Donc, en plus, soyons très honnêtes, voir comment un stéréotype affecte les autres, c'est en général une stratégie relativement efficace. Donc, les petits points pour prendre la parole. Je suis très triste de ne pas faire le jeu de rôle avec vous. Si vous ne tenez pas correctement, je vais prendre des gens dans la salle, je vous préviens. Alors, l'idée d'abord, c'est, vous voyez, c'est écrit short, simple, firm. En général, il faut être, les explications à rallonge, ça marche pas. Il faut en général aller straight to the point. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel a été le problème? Poser des questions. En général, quand vous posez des questions, au lieu d'aller alpaguer les gens de manière agressive, quand on pose des questions, ça crée de l'empathie. On se rend compte que vous incluez les autres dans votre forme de pensée, et ça veut dire que eux, après, sont plutôt amenés à se poser des questions sur leurs hypothèses à eux. De la même manière, vous pouvez faire appel à la raison. En général, ça marche bien. C'est-à-dire de ne pas trop dépassionner un peu le débat, ne pas se mettre dans l'affect. Moi, j'ai tendance à être très hormonale en ce moment, donc je joue beaucoup sur l'affect. Et souvent, c'est quand même mieux de faire appel à la raison, n'est-ce pas? Aussi de rester focalisé sur le sujet. Donc, en général, diverger et faire des généralités, ça marche pas trop. Là, on se concentre sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et puis on en discute. Et surtout, se mettre en scène à la première personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on s'inclut nous-mêmes en tant que personne, et non, au lieu de faire des généralités. En général, ça marche bien. Donc, trêve de bons conseils. Moi, c'est là le moment en général où je prends des volontaires et je les mets dans une situation vécue chez Google. On a un site en interne chez nous qui s'appelle Say Something. Et c'est un site anonyme et ouvert où, en gros, on peut dénoncer, alors dénoncer c'est un grand mot, mais où, en gros, on peut exprimer ce qu'on a vu au sein de l'entreprise et qui potentiellement nous pose un problème. Donc là, je vais vous montrer quelques cas. Et ce sont des cas réels, c'est des cas qui ont été reportés chez Google et qui ont été vus. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est essayer d'imaginer déjà, est-ce que ça vous choque? Vous allez voir, il n'y a pas le même niveau en général de choc dans chacun des cas. Il y a des gens qui trouvent ça parfaitement normal, d'autres qui trouvent ça choquant. Dites-vous que c'est monté parce que ça a blessé ou affecté ou choqué quelqu'un. Donc déjà, ça peut faire matière à réflexion. L'autre partie, c'est dites-vous, on a dit prendre la parole, s'exprimer. Comment vous faites quand vous vous retrouvez là-dedans? Comment vous allez aborder le sujet? Comment est-ce que vous allez vraiment prendre la parole? C'est pas toujours évident. Et donc l'idée, c'est, je veux que vous compreniez que c'est pas facile de prendre la parole et que donc la seule manière pour vous de prendre la parole sur ce genre de sujet, c'est de s'entraîner. Alors ça semble, on se dit ouais, je vais en parler quand j'aurai un commentaire sexiste, tu vas voir, je vais dire ce que j'en pense, ça va être top, etc. Sauf qu'en général, on est un peu estomaqué, en général, on ne sait pas comment réagir à l'instant T. Donc l'idée, c'est de se fixer des objectifs, on en parlera un tout petit peu, j'ai presque fini, je vous rassure. Donc là, il y a un premier cas, et donc ça, c'est un vrai cas qui a eu lieu aujourd'hui, qui a eu lieu à Paris. Donc, je vous lis en anglais. Vous voulez que je fasse la traduction? On va le faire, Google Translate. Donc, il y a un groupe de Googleurs donc dans le bureau de Paris qui sont en train de discuter en français et en arabe pendant leur pause déj à la cafette. Il y en a une qui est une femme et qui porte un hijab. Et il y a deux autres Googleurs qui passent et qui commentent en disant « Ah, dis donc, elle parle super bien français, la meuf. » Bon, voilà. Ça, par exemple, c'est une situation, a priori, ils n'étaient pas dans la conversation, ils sont pas venus voir la nana en lui disant ah, tu parles super bien français, genre t'es un singe et tu parles pas français. Mais le fait est que quelqu'un a entendu cette réflexion et que ça les a choqués, en l'occurrence. Soyons très honnêtes. Qu'est-ce que vous auriez fait dans ces situations? Vous allez prendre les deux à part, vous faites non mais vous entendez ce que vous êtes en train de dire, ou vous vous rendez compte de ce que ça implique? C'est compliqué. A priori, ce que la plupart des gens feraient, c'est de laisser passer ces deux-là et dire non mais rouler un peu, lever les yeux au ciel et se dire bon, voilà, et bonne chance pour la nana qui porte son hijab à la cantine. Bon, donc comment est-ce qu'on peut prendre la parole dans ce genre de circonstances sans s'aliéner les deux, sans se dire non, ça va, c'était juste un commentaire, etc., etc. Voilà un petit cas d'école. Un autre qui est dans une réunion où il y a une discussion un petit peu chaude sur les mérites d'une nouvelle feature et il y a quelqu'un qui est pas d'accord, qui dit non mais that's retarded,
c'est débile. Ça semble, bon, on est dans une conversation un petit peu épique, c'est un cadre de business, il y a des gens qui sont pas d'accord. Bon, voilà, on dit c'est complètement débile, c'est demeuré. Bon, est-ce que c'est la façon la plus intelligente potentiellement de présenter ces arguments? Peut-être pas. Comment, une fois de plus, dans le cadre d'une réunion, est-ce qu'on peut essayer d'élever le débat et de discuter de ce genre de problème? De la même manière, et alors ça me parle énormément, mon bien inconscient qui revient et qui fait que je ramène tout à moi. Vous entendez deux managers qui parlent de qui ils veulent désigner pour mener un projet très important. Il y a un des managers qui propose une femme qui aurait les bonnes compétences, et l'autre manager est d'accord, mais il dit « mais tu sais qu'elle essaie de tomber enceinte ». Ça, c'est extrêmement fréquent. Alors chez Google, on a fait un truc génial, c'est que maintenant on donne le congé parental, enfin le congé paternité aux pères, ce qui fait que maintenant les managers, ils ont le même problème avec les hommes et avec les femmes, c'est-à-dire que a priori, un père peut tout à fait prendre un congé paternité au même titre qu'une mère, ce qui pour moi, très personnellement, est une très belle étape vers plus d'égalité dans le monde du travail, en tout cas entre les femmes et les hommes. Ceci dit en passant, voilà. C'est pas vos managers, c'est pas votre projet, vous entendez ce genre de choses dans un café, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte, c'est pas évident quand même d'aller s'incruster dans une conversation en disant « dis donc, j'ai entendu ce que t'as dit, c'est pas ouf », etc. Compliqué. Je vous fais le dernier. Tout le monde sauf, et ça c'est typique, je trouve. Moi, ça, j'ai été confrontée à cette situation énormément de fois. Tout le monde dans une pièce, dans une réunion, parle la même langue, sauf une personne. Donc, évidemment, au fur et à mesure de la conversation, le groupe oublie qu'il y a cette personne qui ne comprend pas ce que vous racontez et qui, évidemment, continue à parler en général en français. C'est souvent ce qui se passe. Voilà. Comment vous faites? Est-ce que vous tapez sur la table en disant « c'est pas gentil pour le monsieur qui parle pas français ici ». Comment on a fait émerger la discussion? Pourquoi est-ce que ça poserait un problème? Voilà. Ça, ce sont des situations réelles. J'imagine que vous avez tout un tas d'idées, de situations où vous êtes retrouvés dans cette situation-là. Nous, ce qu'on voit, c'est que ce training et ce bias busting training, on le donne obligatoirement. On est en pleine mesure aujourd'hui chez Google pour forcer ce training auprès de tous les managers, pour qu'en équipe, il puisse y avoir des conversations qui sont générées et pour que on puisse essayer vraiment de changer la culture. C'est pas via le management en faisant du top-down qu'on va y arriver, c'est tous les jours, vous et moi, en essayant de s'exprimer. Moi, je parle souvent de ces sujets et encore, j'ai du mal, moi, à prendre la parole, j'ai du mal à en parler. C'est beaucoup plus facile quand j'ai un micro et que je peux vous asséner mes vérités, mais au final, c'est quand même beaucoup plus difficile dans la vie de tous les jours. Donc moi, ce que je vous suggère, n'est-ce pas, aimablement, c'est essayer de penser, de vous dire, la prochaine fois que j'entends quelque chose, je vais essayer de soulever le sujet. Il y a de fortes chances pour que ça se passe pas très bien, je vous l'annonce, c'est pas un exercice hyper évident, mais pour nous, chaque personne doit être ambassadeur de ce genre de culture, si on veut que les choses changent. Sinon, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Vous voulez aussi inciter les autres à en faire de même pour essayer d'être plus inclusif. Donc, ce genre de culture, il faut le rappeler, ça aide à faire émerger les bonnes idées, les bonnes décisions. Et pour nous, justement, c'est devenu pas seulement un sujet de ressources humaines, pour nous, c'est vraiment devenu un sujet de management et de prise de décision. On estime que c'est important dans le processus de décision. On est tous contributeurs de la culture qu'on veut promouvoir. Alors certes, Rome ne s'est pas construite en un jour, évidemment. Donc je vous souhaite tous des bonnes conversations de bias busting. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.